Bonjour et bienvenue dans la conférence Société des Sciences. C'est une conférence organisée par le RISES, donc c'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Et c'est dans le cadre du RISES, qui est le week-end étudiant pour une société écologique et solidaire. Et moi je suis en service civique là-bas, et c'est moi qui vais animer cette conférence. Aujourd'hui on a 3 intervenants. Il y a Célèbre qui vient de l'association des Invertis, Swan qui est un comédien et acteur, et Charlie, qui est le cofondateur de Représentants Trans. Et je vais juste dire un petit mot pourquoi on a choisi cette conférence-là et cette thématique, et surtout le titre Société des Sciences, parce que c'est une petite rêve au livre Voyage interqueer de Syl Servan-Poix, qui permet de comprendre les interactions entre les combats écologistes et le combat des minorités marginalisées, et notamment en quoi la crise climatique actuelle menace tout particulièrement les personnes LGBTQ+. Le mouvement d'écologie queer s'inscrit dans la même lignée du mouvement de l'écologie décoloniale. L'écologie queer était le point de départ de nos réflexions, mais nous avons décidé de traiter dans cette conférence plus largement la place des personnes queer dans la société. Entre invisibilisation et récupération politique, comment sont représentés les déviants et déviantes dans les mouvements sociaux, dans l'art et dans le monde étudiant et associatif. Nous allons tenter d'y répondre grâce à nos intervenants ici présents. Je vais vous laisser brièvement vous présenter par vous-même et nous dire ça signifie quoi pour vous être queer, parce qu'il y en a certains qui doivent se poser la question. Ok, moi c'est Itzel, je fais partie du collectif des Invertis, qui est un collectif TPG marxiste, c'est-à-dire qui inscrit la lutte transmise des queens au sein de la lutte des classes. Et pour moi, être queer, c'est une identité qui est politique et c'est un groupe de personnes qui franchement hyper résilientes et qui, face à l'oppression, sait être créative et créer un projet de vie, un projet pour le monde qui est à son image, c'est-à-dire humoristique, scandaleuse, tout ça. Voilà. Salut, moi c'est Swan et voilà, enchanté. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est queer du coup, vraiment? Ou c'est pas une honte, hein, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de le savoir ici? Waouh! Ça sert à rien que je le dise alors, si vous savez tous ce qui se passe. Bon, bah je suis ravi d'être parmi vous et voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Charlie, j'utilise le pronom il. J'ai cofondé Représentants Trans et je fais partie de plusieurs collectifs militants lyonnais. Et pour moi, être queer, c'est à la fois une facilité de discours quand j'ai à m'expliquer un peu les multitudes de ce que je suis à des personnes qui ne comprendraient pas trop. Et c'est aussi un peu comme ce que disait une identité politique. Et il y a une chanson qu'un ami m'a fait découvrir récemment qui dit Not gay as in happy, but queer as in fuck you. Et je pense que ça retransmet bien le sentiment général. Trop cool. Bah, du coup, tu peux laisser le micro à Charlie, parce que c'est lui qui va continuer. On va commencer par la représentation queer dans l'art. Du coup, donc, pour vous contextualiser un petit peu de ce que je vais parler, j'ai cofondé, comme l'a dit Représentants Trans, qui est une association qui œuvre pour une meilleure représentation des transidentités dans l'audiovisuel francophone. Et du coup, j'ai mené une recherche sur la représentation des personnes trans au cinéma. Mon spectre de recherche, il est surtout autour du cinéma très mainstream et plutôt actuel, et plutôt européen et nord-américain. Et du coup, mes références sont plutôt celles-ci. Une des problématiques, du coup, quand on m'a contacté, c'était de savoir comment se forger l'imaginaire queer au cinéma et comment est-ce qu'on naviguait avec nos identités queer trans entre l'invisibilisation et la récupération politique quand on parle de représentation. Et en fait, dans l'art, ça dépend à quel point l'art qu'on va regarder est une production
Et quand on parle de ces productions-là, donc, qui sont les plus vues, les plus médiatisées aujourd'hui, en fait, les personnes trans qui sont représentées, bien souvent, ce n'est pas des déviants ou des déviantes. Ou en tout cas, si elles sont déviantes ou déviantes, elles sont corrigées pour cette déviance-là et en payent le prix dans la représentation. A l'inverse, du coup, les représentations qui sont véhiculées, notamment sur une période récente, c'est plutôt des représentations normatives des personnes trans et des personnes queer, avec une position, du coup, qu'on peut dire assimilationniste, au sens où, du coup, on va chercher à faire en sorte que les identités queer soient assimilées à la normalité et rentrent dans la norme cis-hétéronormative. Mais du coup, ça n'a pas toujours été comme ça. Et il y a notamment, si on reprend historiquement la représentation queer et trans au cinéma, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça n'a pas toujours été le cas non plus selon le genre, donc là pas le genre humain, mais le genre de cinéma qu'on considère. Si on regarde du côté de l'horreur, par exemple, il y a beaucoup de personnes trans ou gender non-conforming dans les films d'horreur issus de Penser à la psychose, au Silence des agneaux, pour voir à quel point là, la déviance elle est vraiment représentée dans ce type-là de cinéma. Mais sinon, quand on est sur aujourd'hui du plus mainstream, on est sur de la normativité, pardon. Et je vais faire un rapide détour par ce qui ne tient pas de l'imaginaire, mais ce qui tient plutôt du réalisme et du réel, avec le genre documentaire, ou les reportages qui sont beaucoup développés ces dernières années autour des personnes trans. Et donc là, on peut constater aussi une différence en fonction des personnes trans qui sont traitées médiatiquement. C'est-à-dire que si on parle de personnes trans, on va prendre les personnes trans binaires qui font binaire. Dans la mesure où on peut être binaire quand on est trans, mais qui font un parcours de transition tel qu'il est attendu à la fois par le spectre médical, le spectre psychiatrique, le spectre de la société. Et du coup, on va suivre ces parcours-là en mettant en avant le grand courage des personnes qui vont faire ces parcours. Et puis à côté de ça, on a tous les reportages de M6 ou les émissions de Camille Marchand sur la non-binarité, et où là on est plutôt sur la spectacularisation complète des identités et sur la mise en avant à chaque fois. Il y a toujours une problématique qui a interrogé les spectateuristes en leur demandant et alors, vous, pensez-vous que c'est bien normal d'être comme ça? Déjà la question n'est pas grisée du tout de base. Et donc du coup la réalité de ces médias, c'est que la norme et la déviance, ils la forgent. Donc tout ce qu'on considère comme normal ou comme déviant aujourd'hui, c'est pas par essence, c'est pas par nature qu'on considère ça comme normal ou comme déviant. C'est parce qu'on a été construit, qu'on est dans une société qui nous a appris à enlever que quelque chose était la norme et que quelque chose était la déviance. Et le cinéma a une place particulièrement importante dans tout ça. De manière générale, la production médiatique a une place importante dans tout ça. Pardon, je reviens pas du tout. Et se nourrit à la fois de on entend beaucoup en fait que les réactions dans la réalité sont influencées par le cinéma, par les médias, mais il ne faut pas oublier que l'inverse est extrêmement vrai et que les médias, s'ils trouvent leur source quelque part, c'est dans une réalité. Ils sentent qu'il y a quelque chose et c'est notre réalité sociale. Pour les personnes trans, la question de l'invisibilisation médiatique, elle a cessé d'exister au moment où le terme transsexualité a fait son apparition. C'est-à-dire que dans les années 50, Christine Morgenson, qui est considérée comme la première femme trans à avoir fait une opération chirurgicale, retourne aux États-Unis et la une de tous les magazines ce jour-là, c'est une photo d'elle qui descend de l'avion avec écrit XGI becomes blonde beauty, donc l'ancien militaire américain qui devient une beauté fatale blonde. Et à partir de ce moment-là, c'est mort pour l'invisibilité des personnes trans. En fait, on sait que ça sera toujours un fait divers, que ça sera toujours traité comme tel. Et à la suite, le traitement médiatique des personnes trans l'a prouvé en fait. On devient un sujet spectaculaire, à la fois dans la fiction et dans les faits divers, dans toute la médiatisation quotidienne. Si vous voulez voir des très bons chiffres à ce sujet-là, donc plutôt sur le côté médiatisation
dans les faits divers et dans l'actualité, etc. Il y a la thèse de Karine Simera, qui est du coup la référence quand on parle de représentation trans en France. Et donc je vous encourage vraiment à lire ces différents écrits. Et du coup, dans sa thèse, il y a des chiffres qui montrent que l'invisibilité trans, c'est pas trop simple. Mais c'est pas pour autant que la visibilité dont on bénéficie est une bonne visibilité par ailleurs. Parce que donc, la transidentité devient un sujet médiatique, mais quel sujet? Et donc c'est là que c'est intéressant et que j'ai réussi à faire un pont un peu avec ce week-end, avec le RESES, c'est que la transidentité, les transitions, la transsexualité, le transsexualisme, peu importe comment c'est appelé par les médias, en fait, n'est pas traité en tant que sujet politique, n'est pas traité en tant que lutte, c'est-à-dire que les luttes sont la plupart du temps écartées de la représentation des personnes trans, et on se focalise sur des parcours individuels et sur des problématiques internes, hyper psychologiques. On n'a pas le droit et pas la place d'avoir une parole politique dans les représentations médiatiques qui sont faites de grosse généralité, il y a des exceptions bien évidemment, mais dans la politique mainstream, c'est pas trop la tendance. Voilà. Et juste pour un petit retour aussi sur l'imaginaire, rapidement, c'est qu'à partir du moment où le cinéma s'est créé, donc le cinéma s'est créé à Lyon, moi je les ai depuis 4 ans et demi, autant vous dire que quand on passe par là-bas, on a des cours de cinéma obligatoires, peu importe que vous aimez ça ou non. C'est-à-dire que si tu ne vas pas pendant une fois au musée du cinéma, tu es nul. Et du coup, à partir du moment où le cinéma est créé, pas par les frères Lumière, mais par la première femme du cinéma qui s'appelle Alice Guy, une des premières représentations qu'elle fait au cinéma, c'est des représentations de déviance de genre. Elle se filme elle-même, elle filme des amis à elle qui sont des lesbiennes et qui s'habillent en hommes, qui se travestissent. Et ces représentations-là sont parmi les toutes premières images animées dont on dispose aujourd'hui. Et ça a été créé en France et ça date entre 1904 et 1908. Donc à partir du moment où les gens ont eu la possibilité de se représenter et de représenter des identités déviantes, ils l'ont fait. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et ensuite, cet imaginaire s'est construit sur tous les faits divers dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que Christine Jorgensen, qui fait sa transition, et donc les gros titres sont sur elle, et en 2012, on a le film The Spanish Girl, qui n'est pas sur Christine Jorgensen, mais qui en gros prend à la fois sa vie à elle et à la fois la vie de Lily Elbe, et qui fait un peu un mix des deux, qui mélange un peu tout, mais c'est pas grave finalement, parce que c'est juste une trans en même temps d'autre, donc on s'en fout un petit peu de savoir si sa vie est dépeinte de manière réaliste ou non. Le film Boys Don't Cry, pour lequel Hilary Duff reçoit un Oscar par la suite, qui se base donc sur un fait réel, sur le meurtre d'un jeune homme trans aux États-Unis. Le film Tangerine, qui se base sur donc, la vie de travailleuses du sexe qui sont trans aussi, qui subissent des violences, se base là-dessus aussi. Le film Girl, le réalisateur belge Lucas Dont a bien dit que ce film se basait sur la vie de son amie Nina, qui est danseuse. Donc, tout ce qu'on nous vend comme de l'imagination et de l'imaginaire sur les vécus queer et trans, en fait, c'est la réécriture du réel à la sauce 6, pour dire ça poliment, et pour éviter de dire à la saucisse, mais on n'est pas loin. Et donc c'est imprégné de ce regard et de ce prisme de la façon dont les personnes cis voient les personnes trans dans les médias et se disent « Oh, ça va vendre ». Et du coup c'est là que c'est hyper important, c'est-à-dire que les identités queer et trans aujourd'hui, elles ont plus d'intérêt pour le capitalisme à être invisibilisées puisqu'elles sont devenues rentables. C'est devenu un argument de vente, donc encore une fois, selon certaines normes qu'il faut respecter, c'est certaines identités bien précises qui sont représentables et qui sont visibles et audibles par le public, mais on est devenu clairement un argument
un argument de vente. Et il suffit de regarder un peu le pinkwashing fait par littéralement toutes les sociétés de production pour s'en rendre compte. Et pour terminer, je dirais que tout ça, c'était pas un tableau plutôt sombre, mais que pour donner un peu de positif, ce qu'il en faut dans la vie. Représentants dont je fais partie en France, ou l'association GLAD aux États-Unis, sont aujourd'hui des collectifs, des associations qui œuvrent pour que tout ça, ça change. Pour que les personnes trans en fait, se retrouvent au contrôle des moyens de production et de réalisation et d'écriture, de tout ce que vous voulez, pour faire en sorte que ces représentations-là, elles changent et qu'elles ne changent pas en passant par l'exploitation des identités queer et des identités trans, mais en passant par leur épanouissement et leur émancipation. Donc ça peut sembler un peu contre-intuitif de mettre l'émancipation et le capitalisme sur le même plan, mais dans un système capitaliste, est-ce qu'on peut vraiment s'affranchir de ça dans un temps, je suis pas sûr. Et aujourd'hui, si on a des coming out comme celui d'Elliot Page qui sont possibles, ou s'il y a des séries comme Heartstopper qui peuvent voir le jour, c'est parce que en fait, ces événements ils interviennent dans un contexte de lutte sociale constant, toujours mis en danger. Là, les deux exemples que je vais citer sont des exemples américains. On sait aujourd'hui que les lois aux États-Unis qui sont en train de passer contre les personnes trans sont particulièrement graves et qu'il faut s'en inquiéter, puisque en fait, si demain les lois qui passent interdisent aux personnes trans de s'épanouir et de juste vivre, elles n'ont plus non plus les moyens de prendre le temps de se divertir. Parce que le divertissement c'est un luxe, et c'est un luxe qu'on peut se permettre uniquement quand par ailleurs on est libre et serein et qu'on a les conditions d'épanouissement politique, économique et sociaux qui nous permettent de faire ça correctement. Et ça reprend un petit peu ce que disait Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Une femme ne peut écrire que si elle a l'espace et les conditions pour le faire, et toutes celles qui n'ont pas cet espace-là ne peuvent pas se permettre ce luxe. Merci beaucoup, c'est ultra intéressant. Du coup, je vais essayer d'avoir la Swan qui nous apporte un témoignage entre l'acteur de France et son point de vue sur le drag et sur le drag. Dis-toi en même temps, c'est un sacré truc. Est-ce que je rebondis sur ça? Ouais, je vais rebondir sur. Je fais une pause pour Polo et après. Je peux faire ça comme ça. Je vais rebondir sur ce que Charlie a dit, mais en parlant simplement en fait, de mon expérience en tant qu'acteur trans. Et j'ai aussi recueilli des témoignages de connaissances à moi qui sont réalisatrices queer et qui travaillent dans le milieu du cinéma en fait, donc un peu avoir toutes les facettes de ces personnes-là et voir comment ça se passe quand il y a une minorité de genre et qu'en fait tu travailles dans le cinéma. Donc moi j'ai commencé, j'ai fait voilà, c'est le début de ma vie. Enfin non, pas le début de ma vie parce que je suis pas allé en faisant ça, mais c'est le début de racontage de ma vie. Donc en fait je suis acteur depuis quelques années et ça date de avant la transition. Donc j'avais le rôle j'étais perçu en tant que lesbienne, donc j'avais le rôle de la lesbienne. Et en fait ça rentrait dans des clichés. Bon, j'ai pas fait non plus les films, mais les films que j'ai fait c'était la lesbienne mal dans sa peau. Enfin voilà, on connaît tous la seule représentation queer, c'est forcément le ou la ouin qui est pas bien et du coup et en fait ça alimente des clichés quoi. Donc en fait je me surprenais moi en train de contribuer à ça, mais d'accepter parce qu'en fait t'es payé pour ça, donc t'acceptes d'être ce rôle, t'acceptes de correspondre à ce que en fait la personne hétéro, mâle, blanche voit de toi. Donc ça a été ma première expérience. Et en fait, depuis j'ai transitionné, donc j'ai fait un petit peu, je me suis écarté du milieu du cinéma pour faire du drag, ce qui me correspond beaucoup plus quoi. Mais j'en oublie pas que mon métier de base c'est acteur, j'ai la formation d'acteur, j'ai tout fini, enfin voilà, je suis prêt quoi. Mais en fait, ça reste terrifiant de pousser la porte d'une agence et de se dire que potentiellement tu vas pas te faire accepter parce qu'ils vont pas comprendre quitter, ils vont pas comprendre dans quelle case te mettre parce qu'il faut une case, ils vont pas comprendre que en fait toi tout ce que tu veux c'est incarner quitter et en fait avoir des choses à dire parce qu'on a des choses à dire. Et malheureusement en fait les personnes qui ont les moyens et à qui on donne la parole, qui sont pas forcément, vous le savez, je pense pas les personnes concernées, qui vont prendre la parole pour nous, que ce soit les réalisateurs
et j'insiste bien sur réalisateur, donc c'est une grande majorité, mais réalisateurs qui parlent de la transidentité, des réalisateurs cis, hommes, je précise dans une parenthèse, que c'est pas précis. Et donc j'ai quelques exemples, hein, des films qui sont très très bien, hein, on va pas se mentir, le grand c'est New Ways, et Xavier Dolan. La femme trans est jouée par Melville Poupeau, donc voilà, un mec cis. Que dire, Danish Girl, donc c'est Eddie Redmayne, voilà, qui, bon, c'est un mec quoi en gros. Et puis même quand tu vois des plus petites, des films qui ont un moins grand succès, par exemple Une nouvelle amie de François Ozon, et en fait c'est une femme trans qui est jouée par Romain Duris. Voilà, donc et le seul film que j'ai fait des petites recherches, et ça c'est un film suédois il me semble, c'est Something Must Break de Esther Martin Bergsmark, et en fait c'est un film qui parle de transidentité, fait par une réalisatrice trans et qui met en scène une actrice trans, donc Saga Baker, qui est une actrice trans, et en fait c'est... Tu te dis, en fait, ça doit être normal, et c'est un des seuls films que j'ai trouvé où la réelle est trans, l'actrice est trans, et en fait, c'est souligné, et ils disent, comme si c'était quelque chose de super, en fait, c'est normal, parce que c'est des personnes qui vivent ça au quotidien, donc qui d'autre que les personnes concernées pour porter cette parole? Et en fait, moi, le truc qui me fait enrager, qui m'a fait un peu quitter, faire une pause dans le milieu du cinéma, c'est qu'en fait, tous les films qui sont considérés comme super, etc., sont joués par des personnes cis. Donc c'est problématique dans le sens où les personnes cis prennent notre parole, ils prennent notre travail, parce qu'on aimerait bien être payé en fait aussi. C'est hyper rare qu'il y ait des films qui parlent des personnes trans, mais en fait, pile quand ça arrive, ah bah tiens, on va prendre un mec cis pour jouer une meuf trans, ou l'inverse. Donc voilà, et aussi en fait ça continue de véhiculer que les personnes trans en fait n'existent pas, en fait, ça nous invisibilise. Ils se disent en fait les personnes qui regardent la télé, qui voient ça, se disent ah bah oui en fait c'est un homme qui se déguise en femme, en fait nous on est des hommes qui se déguisent en femmes, des femmes qui se déguisent en hommes, on n'existe pas quoi, on n'a pas de crédibilité. Donc en fait moi c'est un truc qui m'enrage et en fait on a envie de faire changer les choses, et malheureusement les personnes qui ont l'argent, les institutions, même les sociétés de production, en fait, sont pas forcément soit de cet avis, soit en fait, juste nous oublient. Et du coup, voilà, ça c'est un fait, et c'est quelque chose qu'il faut changer, parce que je sais pas s'il y a des personnes dans le métier du cinéma qui veulent, qui sont réelles, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est des problématiques qui sont très importantes à aborder, parce que du coup, le point de vue de connaissances réalisatrices, c'est qu'en fait, de leur côté, et eux, quand ils veulent faire des films qui parlent des vrais sujets, qui parlent de, par exemple, je sais pas, le fait parce que ce qui est chiant aussi, parenthèse, c'est que aussi en tant que personne trans, tu te rends compte que les films sur les trans, et ben, la trame, c'est tu es trans. Tu vois, genre tu peux pas être trans et avoir une vie à côté. Genre dans les films, c'est t'es trans et t'es trans. Genre toute ta vie c'est trans. En fait. Tu peux pas être trans et avoir un problème avec ta voiture par exemple. Ça rien, genre avoir. Non. Du coup, ça aussi sortir de ces un peu stéréotypes là, de tout ce truc pathos derrière, en mode qui en fait crée un écart entre nous et le spectateur, parce qu'en fait le spectateur va nous prendre avec pitié, dire ah c'est dur ce qu'il dit, c'est dur ce qu'elle dit, et en fait va pas partir du fait que en fait on a des similitudes, nous aussi on a une vie, nous aussi on a des problématiques, nous aussi on tombe amoureux, nous aussi on a une vie quotidienne et on peut très bien avoir d'autres trucs sans que ce soit la trame principale des trans. C'est important de nous représenter, mais en fait que ce soit banalisé, qu'on soit trans et qu'on crée un film avec, et c'est pas grave quoi, que ce soit avec des cis, des personnes trans, des personnes non binaires, c'est pas ça qui va influer sur la trame principale du film. Et du coup, les amis réalisatrices qui essayent en fait d'avoir des subventions, qui ont des scénars qui sont complets, qui créent des dossiers blindés pour avoir des subventions avec Arte ou d'autres, et en fait ils galèrent des années à avoir des subventions, parce qu'en fait
les producteurs refusent de comprendre des problématiques simples, quoi. C'est soit tu vas rentrer dans un cliché, soit en fait on ne donne pas d'argent. Donc en fait ils vont modifier, ils vont essayer de s'emparer un peu du scénario pour que ça colle avec leur image du truc, quoi. Et du coup, à notre époque, c'est dur d'avoir des choses à dire quand t'es pas un mec cis hétéro de 50 ans. Blanc. Voilà. Du coup, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le cinéma. Pardon. ASMR en même temps. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, mais je pense nécessaire en fait, parce que la bataille, la lutte n'est pas finie. Et. Je pense que j'ai tout dit. Oui, voilà. Donc ça, c'était la partie cinéma, acteur, réel. Et pareil pour les personnes du coup de la technique du cinéma, j'ai eu aussi des retours de personnes par exemple non-binaires qui ne s'amusent pas en fait parce que par peur de subir des oppressions, des harcèlements dans l'équipe. Voilà, du coup c'est des personnes qui sont dégenrées au quotidien et en fait et parce qu'elles ne veulent pas prendre forcément des hormones et elles n'ont pas un passing et en fait parce qu'on s'en fout de prendre des hormones pour être légitime d'avoir une identité. Et du coup en fait c'est des personnes qui en fait, voilà, ce milieu-là n'est pas encore au niveau, en tout cas, des techniciens, techniciennes, etc. C'est dur pour elles déjà de trouver du travail. Déjà en tant que juste ça, et ensuite en tant que personne queer, de se faire accepter dans ce milieu du travail, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut évoluer. Bon, je vais boire mon autre coup. Si tu veux faire une pause, on peut passer à Issel et après tu reprends sur le bac. Ok. Salut. Du coup, moi, je vais parler surtout de l'invisibilisation des personnes queer dans les mouvements sociaux. Et donc, avant de parler de pourquoi et comment on a invisibilisé, je voulais juste mettre l'accent sur pourquoi, en fait, être queer, c'est politique de manière incontestée, enfin, incontestable. Et je vais commencer par dire que, en fait, quand on est queer, on a une conscience collective d'être queer, et cette conscience elle permet de s'organiser et de mettre en place ce qu'on appelle les sociétés déviantes. Et en fait, elle peut s'apparenter par exemple à la conscience de classe. Donc, la conscience de classe, c'est la conscience collective de faire partie d'un appareil de production où notre force de travail est mise au profit d'une minorité qui franchement moins chez nous et qui en gagne beaucoup plus. Et donc en fait, de la même manière, la conscience LGBTQA, c'est se rendre collectivement compte qu'on on a une sexualité qui est hors norme et que la manière de genrer aussi est en dehors de la norme, c'est-à-dire dans les marges de la société. Et en fait, comme voilà, on est dans les marges de la société, c'est ça aussi qui va nous pousser à créer des communautés pour pouvoir s'émanciper et vivre nos libertés tranquillement en dehors de la société. Mais en fait, quelque part aussi, ces communautés-là, c'est une forme de ghettoisation où en fait, on va nous faire créer une société à part du fait qu'on en est exclu en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir nos propres bars, nos propres appels de rencontres, nos propres quartiers, nos propres familles qui ne correspondent pas au modèle de la famille classique. Et en fait, tout ça, le fait qu'on est exclu comme ça, c'est aussi extrêmement précarisant. C'est-à-dire que voilà, typiquement le modèle de la famille, c'est un modèle qui permet aux gens d'avoir une forme de sécurité sociale, c'est-à-dire que quand on grandit, voilà, on est nourri, logé, et quand on est retraité, il y a des gens pour venir nous aider quand on va bien. Sauf que voilà, quand on est LGBTQA, le risque c'est de se trouver exclu de ce système-là. Et en fait, quand bien même on n'est pas exclu, on n'a pas la possibilité de nous former des familles au sens classique, puisque voilà, on a bataillé pour avoir le mariage pour tous. La PMA, elle n'est pas ouverte aux personnes trans, elle est extrêmement compliquée pour les personnes racisées, donc elle est loin d'être parfaite. Et donc en fait, on est
et au salariat et au patronat. Enfin, un PDG gay, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, c'est une identité PD bourgeoise, on va dire, qui n'est pas du tout. On ne peut pas être folle et PDG, quoi, ça n'existe pas, malheureusement. Et voilà, et donc on est exclu du monde du travail, on est exclu du logement, de la santé. On a vu que par exemple pour le sida, on a mis 1000 ans à en faire un problème de santé publique. Donc en fait, voilà, on exclut des soins, les parcours de transition, c'est la manière c'est ultra psychiatrisé. Voilà, et donc en fait, tous ces mécanismes qui nous mettent dans la précarité, ça fait qu'on fait massivement partie des travailleurs et travailleuses. Enfin, on fait partie intégrante du prolétariat et ça fait que notre légitimité à participer à la vie sociale, enfin, elle est juste incontestable. Et donc, pour en venir justement à la question d'invisibilisation, l'invisibilisation de nos luttes, c'est une stratégie politique. C'est pas juste comme ça pour un début, quoi. L'idée, c'est de dépolitiser toutes nos revendications et nos luttes pour pouvoir continuer à nous oppresser, en fait. Et donc, historiquement, enfin, on a pu voir ces stratégies, du coup, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la lutte contre le sida, où on a fait de cette. Enfin, on a, par la lutte, réussi à faire de cette maladie quelque chose de politique, un objet de santé publique, mais ça a été très compliqué. Et en fait, pourquoi c'est bénéfique pour les gens d'invisibiliser ce genre de lutte, c'est qu'une communauté qui se meurt, c'est une communauté qui n'a pas de voix politique, qui est complètement annihilée politiquement, quoi. On ne peut pas avoir de revendication si on est mort. On a aussi vu ça avec la Manif pour tous, qui initialement se revendiquait apolitique et aconfessionnelle. On va se le dire, c'est une manif de droitard catholique qui défile dans la rue et qui demande qu'on n'ait pas de droit. Donc, et en fait, c'est stratégique de dire qu'ils sont apolitiques dans le sens où ça exclut ce qu'ils sont en train de dire du monde politique où il y a lieu de débat, il y a lieu à débattre des idées, et en fait ça pose le fait qu'on n'ait pas de droit comme un ordre naturel, en fait, ça n'a même pas lieu de discussion si c'est apolitique. Et en fait, du coup, ça produit un discours haineux qui est naturel, puisqu'on est de toutes les manières contre la nature, et la vie c'est un papa et une maman, et voilà. Et en fait, cette stratégie, c'est pas que un discours haineux, c'est aussi une manière pour eux de s'organiser, c'est-à-dire d'organiser aussi l'extrême droite, de la politiser. En fait, on a vu que pendant au début des manifs pour tous et pendant tout le mouvement, ça a permis de rassembler un bon nombre de groupes d'extrême droite, tels que le GUD, le Printemps français, d'autres. L'identitaire nationaliste, et ça a permis en fait pour eux de s'organiser et de ramener des gens dans leur rang, en fait. Donc c'est pas que une idée d'être homophobe, c'est une stratégie politique pour s'organiser aussi. En fait, on le voit également aux États-Unis en ce moment avec tous les discours transphobes et contre le drag et tout ça. C'est une manière de s'asseoir dans les institutions politiques et d'avoir un discours idéologique qui s'y impose. Donc voilà, enfin, c'est toujours une stratégie politique, l'invisibilisation, c'est pas juste comme ça. Dire quoi d'autre ? Ah oui, et typiquement aussi, c'est une stratégie du capitalisme également, je l'ai dit tout à l'heure, de juste récupérer nos luttes. Et on voit jusque même dans nos lieux communautaires, dans la Pride par exemple, on voit que la Pride maintenant on dit carrément Pride commerciale parce que c'est juste des chars qui pratiquent une cochine et qui défilent en faisant la fête, quoi. Alors que en fait, ça retire l'espace qu'on a créé pour avoir nos revendications et porter nos luttes politiques. Ils sont maintenant peuplés de gens qui font du cochine. Super. Voilà, ah oui, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles affiches de la mairie de Paris pour le mois de fierté.
mais c'est genre juste un grand oui dans les cours de un peu des fiertés. Genre ok, merci, merci message politique. Super. On est tolérés. Ouais, on est validé par la sécurité générale. Et du coup, en fait, d'avoir pu créer cette communauté, oui, quelque part, c'est parce qu'on est forcé et qu'on vit là-dedans à la marge des sociétés, mais c'est aussi une communauté qui permet de s'organiser collectivement et de créer un rapport de force pour renverser le système de domination hétérociste. Et du coup, et justement, les questions de visibilisation, elles sont hyper importantes dans notre manière de faire la lutte. Premièrement, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, dire qu'on existe en fait, se montrer, parce qu'il y a une volonté de nous effacer complètement de la société en fait. On l'a vu typiquement avec la polémique par rapport à l'affiche du planning familial cet été là, je sais pas si vous avez vu. C'était en gros une affiche qui cherchait à créer de la diversité, à être inclusif et qui représentait typiquement un homme trans qui était enceinte et qui a reçu plein d'attaques de l'extrême droite et en fait, typiquement qui cherche à dire ça n'existe pas, alors que ça existe, c'est possible. Donc cette volonté de se visibiliser, c'est de dire ok déjà on existe et ensuite c'est pas juste on est visible, c'est on est visible et on est différent. On ne cherche pas juste l'indifférence, on ne cherche pas à faire partie d'une masse qui est la société et qu'on soit juste tolérant envers nous en fait. On cherche à créer une société qui est différente et qui porte nos revendications et notre manière d'aimer, de se genrer, de vivre, qui est fondamentalement anti-système en fait. Elle n'est pas du tout présente dans le système actuel. Et donc en fait, dans notre manière de créer des mouvements, de s'inclure dans le mouvement social actuel, cette question de la visibilité, elle est ultra importante et c'est de créer une visibilité qui est à notre image, à l'image de qui on est, et parce que typiquement, ça s'oppose à ce dont on parlait tout à l'heure, le straight passing qui nous est imposé pour avoir accès au taf, de ne pas faire les folles, de ne pas avoir cette attitude scandalisante, scandaleuse, et qu'on peut emmener dans le mouvement social et qu'on doit en fait, parce que c'est ce qui nous représente et c'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes et de porter nos luttes à notre image sans jamais avoir à sacrifier qui on est en fait. Voilà, et en fait aussi que ça frustre tout simplement la bourgeoisie, ça c'est toujours un peu et en fait cette idée de faire une révolution qui n'est pas vieilliste, qui est pas c'est une idée qui a été portée depuis longtemps par aussi le phare, qui était le Front homosexuel et l'action révolutionnaire, mouvement qui s'est créé après 1968 et qui justement revendiquait le fait de s'opposer à la norme, d'être un homme à l'homme, et qui voyait justement cette liberté sexuelle comme un acquis social qu'il fallait avoir, et en fait cette liberté sexuelle représentait pour elle le fait de prendre du plaisir dans la sexualité et qu'elle ne soit pas à visée procréatrice ou de dominer ou d'avoir la propriété d'un corps, de s'approprier un corps, mais juste pour le plaisir en fait. Et donc cette manière de voir les choses, elle est profondément aussi anti-capitaliste, du fait qu'en fait c'est se poser les questions de qu'est-ce qui nous satisfait dans la vie et de porter nos revendications en fonction d'un monde qu'on cherche à créer et de savoir ce qui nous satisfait, c'est-à-dire commencer à se poser des questions par rapport au travail et de la dynamique exploitative qu'on peut y subir, et qu'en fait le travail c'est pas forcément ça peut être une manière de se développer soi-même, etc. Et donc vraiment se poser ces questions de qu'est-ce qui nous satisfait dans la vie, c'est une manière de remettre en question le système et de complètement exposer leurs abus en fait. Donc je pense que
vraiment continuellement se poser ces questions-là et revendiquer les choses qui nous satisfont. Voilà. Ouais. Du coup, déjà, merci beaucoup. C'est super intéressant, j'ai eu énormément d'infos d'ailleurs, il y a un petit article à trouver sur le site de l'AS. Est-ce que du coup, vous voulez un peu conclure déjà? Oh my god. Bah, ça vous intéresse après. Ah ouais. Bon, alors, j'ai fait mes devoirs, j'ai pris des notes, beaucoup de notes. Je vais essayer d'être concis et non pas concis. Mais intelligent France, je travaille le genre. Alors, le drag, tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Le drag queer, tout le monde sait ce que c'est. J'ai le droit de dire oui, vous savez tous. Tu peux redéfinir si c'est possible? Oui. Alors, en fait, ne cherchez pas sur internet des définitions, elles sont très honteuses. Voilà. Enfin, pour la plupart. Donc, en fait, le drag correspond déjà à performer le genre, en fait. Initialement, des personnes qui performent le genre féminin, les drag queens. En fait, toutes les définitions sur internet sont très genrées, c'est ça le problème. Ils disent drag queen, c'est un homme en femme, et un drag king, c'est une femme en homme. Et le drag queer, donc, ce qui est faux, j'arrive plus tard. Le drag queer, en fait, c'est de performer les deux, c'est-à-dire de performer en fait le genre en général. C'est avoir, j'en sais rien, par exemple des particularités physiques qui vont troubler en fait, parce que tu peux avoir des particularités physiques qui appartiennent au masculin et au féminin, et en fait du coup tu joues avec les deux et tu déroutes et tu te fais poser aux gens des questions, et en fait ils savent pas mais ils adorent, et en fait ils se remettent en question, et en fait c'est ça en fait du drag, c'est que c'est politique en fait, donc que tu secoues un peu les gens dans leur zone de confort et tu leur fais prendre du recul. Donc voilà, le drag queer c'est ça. En fait voilà, ce que j'ai noté c'est que le problème avec le drag c'est que le potentiel de cet art n'est souvent pas pleinement utilisé. Donc je m'explique, c'est que c'est un art politique qui a un pouvoir absolu dans ce qui est de faire passer un message. Et en fait, pendant une performance, le public va écouter, va être hyper attentif, apprendre, et peu importe ce qu'il va penser, très certainement du bien, parce que tu auras fait une performance exceptionnelle, donc il va être content, mais ce qu'il va penser derrière ça, en fait, il a reçu des informations, il a reçu un truc à travers la performance, et en fait, il y a des images qui lui ont été transmises, et des messages de déconstruction, de questionnement sur ses privilèges, de sensibilisation aux personnes minoritaires ou en situation de handicap, par exemple, aux personnes travailleuses du sexe, à tout le spectre des personnes possibles à invisibiliser. Et dans la plupart des cas, du coup, comme je disais, sur Google, YouTube, etc., quand tu cherches des définitions, ça va être très binaire, c'est-à-dire, comme je disais, la définition d'un drag king, on va dire c'est une femme qui performe d'être un homme. Alors qu'en fait, moi, la plupart des drag kings que je connais, c'est des personnes trans, par exemple, ou des hommes. Et voilà, moi, là, je suis pas en train de me déguiser en homme, je suis un homme, voilà, enchanté. Et en fait, voilà, donc c'est très dommage que ces définitions-là renvoient au genre, alors que l'essence même de notre art, c'est la déconstruction du genre. Donc c'est un petit peu, comment dire, paradoxal, merci. Que dire d'autre? Pas beaucoup de choses. Tout ça pour dire que la désinformation est constante, et la plupart du temps c'est par maladresse, c'est pas par malveillance. C'est parce que les informations en fait, vu qu'on a invisibilisé en fait, le peu d'informations qu'il y a vont être prises en compte, alors qu'en fait parfois elles sont fausses, elles sont erronées, parce que les gens en fait, par exemple les articles sont écrits par des personnes qui ne sont pas forcément concernées, qui vont juste aller à un chaud drag dans leur vie, interviewer
3 PO, et après ils vont dire ok c'est bon j'ai mon article, et en fait il n'y a rien qui va dans ce qu'ils vont écrire. Et ça j'ai eu le cas, hein, j'ai performé plusieurs fois, quand il y avait la télé qui est venue, des journaux, des soirées, c'était pas des shows drag, il y avait quelques personnes drag qui faisaient partie des shows, et en fait quand tu lis les articles, tu te dis oh my god quoi, quand c'est des journaux, locaux, etc., en fait ils écrivent ce qu'ils veulent quoi. Donc t'as beau dire ce que tu veux, insister sur les trucs importants, s'ils veulent pas écouter, bah, en fait ils vont transmettre une parole fausse, donc c'est dommage. Donc certes le drag divertit et il est politique. Et est-ce que vous pouvez vous raconter l'histoire du drag ou vous allez dormir? Oui. Donc le drag a eu ses débuts dans les années 50 en Afrique du Sud, en Inde, en Thaïlande, dans les Philippines, là où l'homosexualité était punie par la loi ou passible d'exécution. Voilà. Cependant, c'est aux États-Unis que ce mouvement a été lancé par, en tout cas ce qu'on sait, William Dorsey Swann à Washington en 1880. Donc il est né esclave et a lancé un mouvement dans les années, à la fin du XIXe siècle. En fait, il a créé un groupe de résistance queer composé d'hommes afro-américains, anciennement esclaves. Et en fait, il a été surnommé The Queen of Drag. Et en fait, c'était vraiment, c'est comme ça que c'est né. En fait, c'est vraiment une lutte politique viscérale. Et en fait, c'était une question de survie. C'était pas juste de l'entertainment, c'était quelque chose. En fait, des personnes qui se faisaient rejeter par la société, qui se faisaient haïr, et que en fait la société ne voulait pas, ou alors déplorer et détester. Et en fait, c'est cette force-là qui, avec les premiers ballrooms, etc., en fait, c'est de là que c'est né en fait le drag. Et en fait, cette solidarité de personnes qui n'avaient pas forcément de famille, en fait, quoi faire d'autre quand t'as pas de famille, de juste en chercher une, en choisir une en fait. Et c'est là que les premières house ont été créées. Et en fait, je dirais malheureusement, mais avec les années, en fait, la représentation du drag a beaucoup évolué, ont été réappropriées par ce qu'on sait, RuPaul Drag Race, etc. Donc en fait, c'est vraiment l'aspect esthétique qui a été primé, donc l'accès qui aura la plus belle robe, qui sera la reine du drag, qui aura le plus beau maquillage, qui sera la plus étincelante. Mais en fait, je trouve qu'on perd en fait ce message-là qui est viscéral et qui fait partie en fait de nous, notre survie en tant que personnes queer, qui sont précaires, qui galérons en fait. Le drag, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas les gens qui ont 3 000 € à mettre dans la robe. Le drag, c'est des gens qui font des free shops, qui font de la récup et qui galèrent à coller des trucs ensemble pour faire un semblant de robe, mais qui se payent en fait avec ça parce que c'est ça qu'on aime. Enfin, moi, en tout cas, mon personnage drag, je sais pas, le truc le plus cher que j'ai acheté, ça m'a coûté 10 balles, quoi, je pense. Et ça m'a fait mal au cul. Ah non, c'était des lentilles de contact, pardon, 20 balles, que j'ai même pas réussi à mettre en plus le genre du show, du coup, je les ai pas utilisés, voilà. Donc ça, c'est le seul investissement que j'ai fait, parce qu'en fait, moi j'ai pas les moyens, et beaucoup de personnes n'ont pas les moyens, ça veut pas dire qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas des choses à dire, surtout. Donc là, blablabla. Et oui, et du coup, en fait, la meilleure façon de connaître le drag, vraiment, c'est pas de regarder la télé, c'est d'aller soutenir vos artistes locaux. Il y a beaucoup de choix à Paris, donc vous avez la chance, vous avez l'embarras du choix. Il y a des shows aussi en province, si jamais vous voulez prendre des petites vacances. Moi, je serai partout dans tous les cas, donc peu importe où vous êtes. Et voilà, donc moi, je me considère comme drag king, queer, genderfuck, c'est-à-dire que je me moque du genre en permanence, mais de manière assez pas détournée, mais pas frontale. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver avec un panneau et dire avec mon message, mais c'est plus dans une performance corporelle du genre. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme aux yeux de la société, et pas forcément être habillé en homme ou en femme, mais juste avec des attitudes, des regards, des poses, des façons de se comporter qui sont plus masculines, féminines, et je trouve que c'est intéressant parce que peu importe comme tu es habillé, tu peux performer le genre, et peu importe comme tu es maquillé, etc. Enfin, c'est pas. Et justement sortir des cases binaires de ce que c'est une femme et un homme, quoi. Là, par exemple, je pourrais faire du drag queen et être habillé en costard, juste
en choisissant mes attitudes, en choisissant... Enfin voilà, c'est tout, c'est l'incarnation en fait. C'est pas juste le pareil, c'est l'incarnation viscérale de ce que toi tu veux exprimer, du message que tu veux faire passer. Et si tu y crois, en fait, ça va juste arriver et exploser aux yeux des gens. Bon, voilà. Et donc je vais finir, là je suis rebelle aujourd'hui, je vais finir sur du coup une grosse problématique qu'on rencontre nous, artistes drag, c'est l'accès aux lieux en fait. L'accès aux lieux, l'accès aux espaces. Je pense que tout le monde qui a vu un show drag sera d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'il y a la frustration qu'en fait on n'a pas de moyens qui sont à la hauteur de notre investissement, parce que nous en tant qu'artistes drag, on est danseurs, danseuses, performeurs, performeuses, maquilleuses, stylistes, agents, chorégraphes, on est tout. Comédiens, comédiennes, on est tout, on est pluridisciplinaires, et en fait ça nous force à être sur, après c'est notre passion, mais ça nous force à être sur tous les fronts, et en fait on n'a pas de reconnaissance à la hauteur du travail, de l'énergie surtout, et de l'argent qu'on investit, parce que le maquillage ça coûte cher, tout coûte cher quoi, au final, les trains, les trucs, tout coûte cher, et en fait on est reçu dans des bonnes conditions par des gens qui sont hyper safe, des endroits hyper safe, mais en fait du coup ce qui est dommage, c'est que tu vas souvent voir des shows drag où il y a une jauge de 40-50 personnes max, tu peux à peine voir un bout de perruque au bout du... Enfin, tu sais, dans cette situation, tu peux voir à peine un bout de perruque ou un bout de bras si tu as de la chance, parce qu'il y a trop de gens devant. Et en fait, il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de light, il n'y a pas de scène surélevée. Et en fait, toi, tu te rends compte, tu te dis, mais est-ce que c'est ça les conditions pour lesquelles je travaille? Est-ce que ça va me mettre en valeur? Est-ce que mon travail va être mis en avant? Ou est-ce que ça va être médiocre? Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire quelque chose de mieux dans un mètre carré avec... moi, j'ai déjà performé, mon projecteur, c'était une lampe Ikea. Genre les lampadaires à 10 €, là, noir avec la petite truc. Bah, c'était mon projecteur. J'étais en mode, bon, bah, let's go, quoi. Mais après, tu sors de là et tu te dis, putain, merde, quoi. Qu'est-ce qui vient de se passer, en fait? Et t'as l'impression d'être, de pas avoir une scène pour toi, alors que si on donnait une scène, si on aussi des personnes qui ont de l'argent, qui ont accès à des lieux, qui croient en nous, en fait, si ces personnes-là nous tendaient la main, on leur rendrait au centuple, en fait, parce qu'on est là pour brûler la scène, on est là pour l'habiter, on est là pour... c'est notre passion en fait, et on peut faire quelque chose de passionné dans un mètre carré, ça y a pas de souci. Mais si on fait quelque chose de passionné sur une scène, une vraie scène surélevée avec des lights, des conditions en fait de pièces de théâtre, des conditions de concert, des conditions de... Et en fait le drag est tellement invisibilisé qu'en fait il ne nous considère pas, il nous donne pas cet espace, donc en fait moi c'est un truc qui me hérisse le poil de plus en plus parce qu'une meilleure technique en fait nous donnerait des ailes en fait pour continuer de shiner et voilà. Mais donc je m'adresse si jamais aux mairies, au théâtre, aux personnes qui ont les clés pour nous aider. En tout cas nous on vous attend donc voilà. Et si vous avez d'ailleurs dans le public des propositions depuis à Paris ou ailleurs, d'événements à travers lesquels on peut espérer de la stabilité dans le show, et je n'irai pas espérer une sécurité d'emploi, parce que non plus, voilà, on va pas chercher le top, mais ce serait déjà un peu mieux plutôt que de galérer à gratter pour avoir des shows ou galérer pour être représenté, avoir la légitimité, quoi. Voilà. Mais en tout cas, pour rien au monde, je changerais ce que je fais, j'adore ça, et même si ça paye pas le mieux, ça paye en tout cas par les messages et les personnes que je rencontre, et ça n'a pas de prix, quoi. Même si ça devrait bien le plus beurre des épinards, ça c'est clair. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était trop intéressant. Est-ce que tu as des dates bientôt que tu veux dire Alors ouais, j'ai une date, en plus c'est gratuit, donc profitez-en. C'est dans 4 jours, là c'est le 18. Ah non, dans 5 jours, le 18, au centre à Bagnolet.
C'est le cabaret burlesque de Morphine Blaze. Voilà. Donc venez nombreuses parce qu'il y a de la place. Là, pour le coup, c'est pas une petite jauge. Ce sera en extérieur et tout. J'espère qu'il fera beau. On touche du bois, c'est pas du bois. Oui. Voilà. Et si vous avez votre soirée de dispo, venez parce que ça va être le feu. En plus, c'est un cabaret burlesque. Du coup, ça va être la révérence, quoi. Donc venez. Merci. Trop cool. Est-ce qu'il y a des questions du public ou pas? Oui, j'avais une question au niveau il y a eu 2 mots que je ne connaissais pas. Ouais. Mais après, vous l'avez redit. Donc, J'espère que je connais. Non, ça a été très vite. Je crois que c'était pink washing. Pink washing, en fait, je crois savoir ce que c'est. Mais allez-y, le terme de washing existe avec plusieurs mots. Il y a le pinkwashing ou le greenwashing qui sont les plus connus. Mais en fait, c'est le fait de laver littéralement de laver l'image, merci, de ton entreprise, notamment, mais aussi de ton parti politique ou de quoi que ce soit, en utilisant là en l'occurrence avec le pinkwashing et les luttes LGBTI+. Donc c'est la ville de Paris qui fait des gros panneaux avec écrit en arc-en-ciel, mais qui a fait ça ne fait rien pour la sécurité des personnes LGBTI avec plus le reste de la vie. Le passing ou le fait de passer pour une personne trans, c'est le fait de passer du coup dans son genre voulu. C'est un terme qui a été théorisé par Julia Serrano dans le manifeste d'une femme trans. Et du coup, ça caractérise notamment la façon dont les personnes vont percevoir notre genre et la façon dont on perçoit soi-même son genre en fonction de ce qu'on en attend. Merci. Moi, je voulais savoir, c'est quelle est l'énergie qui vous porte dans votre lutte qui est hyper difficile, hyper complexe, parfois épuisante. C'est quoi qui vous fait continuer à y aller? C'est quoi l'énergie en fait qui vous porte la plus? Le désespoir. Je pense qu'on a aussi une manière d'organiser la lutte où on arrive à s'amuser en fait. Genre, ce que je disais tout à l'heure, de créer une lutte qui a notre image, c'est aussi pour créer de la joie militante et avoir envie d'y aller, voir les potes et dire ce qu'on veut dans la vie en fait. Enfin, tout simplement, c'est tout le cas. Et voilà, on crée des espaces de rencontre, de solidarité, de soutien, parce qu'on a tous et toutes besoin de soutien également dans nos vies. Et une alternative en fait à la famille qui est la solidarité qu'on retrouve entre nous. C'est ça qui me demande. Ça peut paraître un peu ambitieux, mais moi en tout cas ce serait de changer les choses, quoi. Et les choses changent, mais du coup accélérer le processus. Parce que là on voit que les personnes se déconstruisent, de plus en plus jeunes, les personnes se posent des questions sur leur identité de genre, parce qu'en fait ils ont accès à ces informations, et ces informations sont là grâce à notre travail, au travail des personnes qui étaient là avant nous. Du coup voilà, changer les choses, changer cette société qui peine à bouger et qui bouge, et du coup avoir ce genre de retour-là, en fait, moi c'est mon but principal en fait, de pouvoir juste être épanoui et de rester qui on est. Voilà. Moi j'ai eu le moitié quand je dis l'énergie du désespoir. Mais le problème c'est que c'est pas une source intarissable d'énergie. Le désespoir, la colère, tout ce qu'on pense dire, c'est hyper consumant. Et du coup je me raccroche plutôt à toute la gratitude que j'ai envers la communauté queer. C'est-à-dire que sans cette communauté je ne serais pas là aujourd'hui. Et tout ce que je dois en retour à la communauté me permet de continuer à œuvrer pour que d'autres personnes puissent prendre le relais par la suite parce qu'elles auront été accueillies et aidées à un moment donné. J'ajouterais juste qu'il y a aussi
cette volonté de créer justement une société vivante, une alternative à la société actuelle qui nous opprime. Donc il y a quand même une volonté créatrice, on va dire, qui nous en réalité aussi. Et moi je suis très d'accord, et surtout ce qui m'a le plus marqué c'est la force des événements, le drag, c'est un truc de fou, t'en ressors, t'as l'énergie mais pour un an, c'est un truc de fou. Je pense que tous les événements où tu te sens pas seul et solidaire et vraiment être comme tu es sans par exemple avoir un bon patient, etc. Tu t'en fous, tu fais toi et c'est. Enfin, tu fais toi. Et voilà, du coup, c'est ouf. Est-ce qu'il y a d'autres questions sinon pour conclure? Ok. Est-ce qu'on fait une conclusion ou pas? Moi j'avais parlé de conclusion. Est-ce que dans le petit mail qu'on avait reçu, je vais devoir rentrer en arrivant, mais je vais le voir quand même. Il y avait, donc la question c'était, du coup au final c'est quoi la place des couleurs dans la société? Et je trouve que c'est une question qui peut avoir un millier de réponses a priori. Parce que c'est quoi la place des couleurs du point de vue des personnes cis, c'est quoi la place des codes du point de vue politique, c'est quoi la place des codes. Moi j'ai essayé d'y répondre en disant c'est quoi notre place pour nous aujourd'hui, et du coup la réponse la plus simple c'est notre place dans la société, c'est celle qu'on voudra prendre par tous les moyens et sans laisser aucune entrée derrière. Et ça c'est hyper important aussi dans l'aspect communautaire, c'est qu'on doit avancer, mais on doit avancer tous ensemble. Et c'est pour ça que ça rejoint aussi au niveau des classes, au niveau de tous les combats sociaux. On ne peut pas occulter tout ça dans les avancées qu'on va aller chercher aujourd'hui. Et ça a malheureusement été le cas là avec la PMA. En fait, le fait qu'elle ne soit pas accessible pour tout le monde, c'est juste pas acceptable. Et c'est qu'on a merdé quelque part. Je ne sais pas si c'est nous qui avons merdé ou si c'est le lobby qui a merdé au niveau du Parlement, mais enfin, on a merdé quelque part. Et par définition, du coup, notre place, elle est à la marge. Et c'est pas grave, parce que en fait, aujourd'hui, être au centre de la société, ça veut dire être au centre d'une société patriarcale, capitaliste, qui fonctionne sur des schémas d'oppression, et on est à la marge de la société, donc ça veut dire qu'on est exclu entièrement, et on sait que ces schémas ils se répètent au sein de nos communautés et qu'il faut être particulièrement vigilant et vigilante, mais le fait de se développer à la marge de tout ça, ça permet aussi de réfléchir vraiment à la construction d'une société qui ne reprend pas ces schémas-là. On a cet espace, cette opportunité, et il faut qu'on l'exploite. Il faut vraiment qu'on réfléchisse notre place dans la société en termes d'une place anticapitaliste, d'une place anti-système carcéral, anti-raciste, anti-validiste, tout sur quoi le centre de la société a merdé. À la marge, on a la place pour l'expérimenter. Et on le fait, enfin, quand un événement comme l'OSS propose une fripe gratuite, vous voyez beaucoup d'événements gratuits dans la vie de tous les jours, alors que, comme dirait une personne que j'aime beaucoup et qui travaille dans l'industrie alimentaire, on jette des fringues tous les jours dans des décharges à ciel ouvert, et il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'habiller. On sait le nombre de logements vacants qu'il y a aujourd'hui à Paris, dans toutes les grandes villes de France, et toutes les personnes qui sont dans la rue. En fait, les frites gratuites et les SWAT, c'est pas pareil qu'il y a beaucoup de personnes qui s'investissent dans ces pratiques-là, parce qu'on est à la marge et qu'on veut redéfinir la société, et il faut absolument qu'on continue comme ça, parce qu'on sait que la société ça fonctionne pas. Il y a plus besoin de le prouver. On sait qu'elle ne fonctionne pas, donc c'est vraiment à nous de faire partie des personnes et des groupes qui vont s'emparer de moyens de se sortir de tout ça. Je pense qu'effectivement, on est à la marge de la société, ça nous permet de réfléchir à une société qui nous correspond.
Mais en fait, on est quand même aussi une communauté, un collectif, et en ça, on peut vraiment créer un rapport de force pour mettre à mal le système dominant présent. Donc, il faut s'investir dans la lutte, aller à l'existence entière. Voilà. Merci. L'existence, du coup, c'est cet après-midi, enfin, ça commence à 13h. Je sais À 14h. Oui, vous parlez. Le rassemblement est à 13h30, les discours sont à 14h, le débat est à 15h. Les parcours est une ligne droite entre le pays et les nations. Merci. Et pour ceux qui veulent rester au OSS, du coup, il y a la friperie solidaire à 14h. Ça marche de 13h, je crois. 13h. 13h, 16h. Il y a le programme là-bas. Et du coup, voilà. Merci à vous d'être venus, c'était trop cool, puisque je sais que c'était un peu compliqué, avec les déplacements, etc. Et merci à vous d'être venus aussi, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je pense que vous avez trouvé ça intéressant. Et du coup, voilà. Merci. T'étais trop fort.